Le Burkina Faso saisit beaucoup d'or à la douane. Qui essaie de voler l'or du Burkina Faso? On suivra tout de suite. Au Niger, Orano porte plainte contre le gouvernement. Une plainte dans la Cour internationale. Très intéressant. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci à vous. C'est du bonheur. L'année a été assez longue jusque-là. Ça fait du bien de vous avoir. On est toujours vivants. Le combat continue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la chance. Tant qu'il y a la chance, il y a la possibilité. N'ayez pas peur. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes embourbé à l'instant, ce n'est pas la fin de votre vie. Ok, nous sommes au Burkina Faso. Burkina Faso, un pays noble, un pays très intéressant, pays des hommes intègres, un pays que j'aime et je chéris personnellement. J'y ai été passer un moment très agréable. On m'a accueilli, on m'a envoyé voir le chef, le roi. Ça a été très touchant. L'amitié, la sympathie, la candeur, la fraternité. Jamais je ne pourrai oublier. Jamais. Au Burkina Faso, aujourd'hui, la douane a saisi de l'or d'une valeur de 1,4 milliard de francs CFA, qui se traduit à peu près à 1 million de dollars. C'est à peu près 28 kg d'or, dissimulés dans les habits des passants. Incroyable. 28 kg d'or. 28 kg d'or. Ça veut simplement dire que ce n'était pas la première fois. Pour qu'une personne essaie de dissimuler 28 kg d'or, il a d'abord déjà certainement essayé de dissimuler 500 grammes. Ensuite 1 kg. Ensuite 5 kg. Après 10 kg. Pour en arriver à 28 kg. Entre 2012 et 2022, les Émirats Arabes Unis ont importé 2569 tonnes d'or non déclarées à l'exportation par des pays africains pour une valeur dépassant 115 milliards de dollars. Donc, Dubaï, ou si vous préférez, Émirats Arabes Unis, ont acheté à hauteur de 115 milliards de dollars, au minimum, l'or venant illégalement de l'Afrique. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils achètent cet or de manière illégale et revendent. Donc, ils ne sont jamais interposés disant il faudrait tracer cet or, voir si l'or, l'acquisition est illégale au moins, ou reconnue par le gouvernement. Ils l'ont pas fait. Ils ont acheté, ils ont revendu, parce que tout ce qui leur intéresse, c'est l'intérêt et le profit. Les pays africains ont réalisé qu'ils perdaient beaucoup d'argent et de ressources. Et il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, arrêter cette hémorragie qui, depuis longtemps, depuis la vie financière du continent. Donc, là, je réfléchis, j'essaie de voir comment est-ce qu'une personne trois personnes qui sortent 28 kg d'or peuvent être arrêtées. Ça veut dire qu'ils ont travaillé dans le passé, ils sont passés, sans difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui serait passé? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est la personne, évidemment, qui travaille à la douane. La personne, il doit nécessairement avoir une personne à la douane qui facilite ces histoires. La personne qui travaille à la douane, avec qui il travaillait, n'était pas en accord avec l'argent qu'on lui offrait. Il s'est dit, bon, d'accord, comme vous m'offrez pas assez d'argent, dans ce cas, moi, je vais tout renverser. Et il l'a fait. Parce que certainement, ces gens pensaient qu'il était en train de badiner ou de rigoler quand il disait, si vous ne me payez pas convenablement, je vais changer de camp. La deuxième possibilité est que peut-être que cette personne n'était pas présente, ok? La personne n'était pas présente au moment où on s'attendait. La personne a été shiftée ou changée. Le jour du shift, où il y a eu travail d'intelligence, travail de renseignement, on a su qu'il y a une personne qui le faisait. Il a été bougé. Et quand ils sont arrivés, malheureusement, la personne n'était pas là, ils ont été arrêtés. Bon, vous savez, pour ceux qui sont habitués à la vie illégale, vous connaissez peut-être, dans beaucoup de pays en Afrique, les Africains, l'illégalité arrive, il faut dire la vérité. Je vais vous donner un exemple simple, pardon. Il y a des endroits où, quand on a vécu illégalement et qu'il faut sortir du pays, quand il faut sortir du pays, tu remets ton passeport et qu'il y a le visa expiré, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te faire arrêter et te faire jeter en tôle. La meilleure chance, c'est qu'on te dira de payer des amendes pour passer. Mais si c'est pas ça que tu as, on te dira, tu es en état d'arrestation et on te jette en prison. Maintenant, pour sortir sans difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une personne qui travaille à l'immigration. Et cette personne te dira, je serai assis, parce qu'il y a des banquiers, n'est-ce pas? Il y a des sorties, numéro 1, numéro 2, numéro 3, peu importe, ça dépend de votre pays et de son organisation. Il vous dira, je suis au numéro 5. Tu ne peux passer qu'au numéro 5 si tu veux sortir. Ok? Donc, en sortant, tu t'assures à être au numéro 5 parce que c'est la personne qui est déjà informée sur ta situation. Sinon, si tu vas chez le numéro 1, on va t'arrêter te disant, écoutez, monsieur, vous êtes illégal. Vous allez en tôle. Alors, imaginez-vous, vous passez là-bas et arrivez, la personne numéro 5 n'est pas là. C'est une forte possibilité. L'une des raisons pour lesquelles, évidemment, on peut être arrêté. Alors, on pense, on estime, c'est une possibilité. Le Burkina Faso, jusque-là, fait un travail énorme. Avec le président Ibrahim Traoré, qui, malgré les mauvaises bouches, il n'est pas parfait, il faut le dire, il essaie de son mieux de renverser la vapeur. En tout cas, de prioriser la population. Nous sommes tellement déterminés. Parce que ici, aujourd'hui, à Ouagadougou, vraiment, nous sommes très fiers de notre président Ibrahim Traoré. Vraiment, nous sommes tellement confiants de notre président. La construction, l'élévation, l'agriculture, les hôpitaux et tout le bazar. Il faut le saluer. Ok, à son âge, les gens ne font pas ça.
Il y a d'ailleurs d'autres présidents âgés, enfin 60, 50, ce sont des enfants. Ils achètent des jouets, donc des jouets, des voitures, voilà, des maisons, ils ont 6, 7 femmes. Lui, il n'est pas dans ces histoires-là. C'est une personne qu'il faut encourager. Et ses défauts, il faut essayer de les combler, c'est-à-dire essayer de les réparer dans l'amour, dans la douceur. Cette intervention a été possible grâce à un renseignement anonyme signalant des passagers suspects dans un bus en direction de Lomé au Togo. Après une surveillance discrète, les suspects ont été arrêtés au poste de contrôle. Leur transporté sans documents légaux a été confisqué et les individus remis aux autorités compétentes. Alors quand on dit que l'intervention a été possible grâce à un renseignement anonyme, ça pourrait aussi signaler qu'il y avait peut-être un agent de renseignement dans les bus. Pendant qu'ils traversaient, ils ont remarqué une personne qui était bizarre. En guise de connaissance, les amis, les agents de renseignement sont partout. Ils sont travailleurs dans les restos, ils sont serveurs, ils sont chauffeurs. Donc, il faut faire très attention aux histoires que vous racontez. Ils sont dans les salons de coiffure, il faut faire dans des bus, très attention à ce que vous racontez. Au Niger, les amis, voilà la carte. On peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Niger. Le Niger fait face à Orano. Orano veut porter plainte à la Cour d'arbitrage internationale parce que Orano sent qu'il a été coincé contre mur à cause des décisions faites par le Niger. Donc, ça tue le business. Vous posez la question de savoir comment est-ce possible, comment une entreprise peut porter plainte contre un pays dans une organisation internationale. Oui, c'est une possibilité. Il y a des tribunaux internationaux dont l'objectif est de gérer de tels conflits. Donc, quand un pays signe un contrat, le pays ne peut pas automatiquement se sortir du contrat. Seulement parce que c'est un pays, c'est-à-dire que les histoires vous appartiennent. Sur le plan international, l'investisseur a certainement mis de l'argent, il a construit des histoires, il a importé et fait venir des personnels, donc c'est de l'argent dépensé. Donc il doit y avoir un moyen à travers lequel on peut s'assurer que son investissement sera retourné. Voilà pourquoi il y a des tribunaux internationaux auprès desquels on peut porter plainte contre un pays ou contre une organisation, contre un gouvernement. Orano a finalement décidé de porter plainte contre le gouvernement nigérien. Pourquoi? Parce qu'ils disent que leur opération n'est pas fluide. Le Niger est en train de bloquer l'opération d'Orano. Le Bénin vient d'annoncer ce vendredi qu'il a engagé une procédure d'arbitrage international pour régler son contentieux avec l'État sahélien. Une démarche qui fait suite au retrait de son permis d'exploitation d'Imouraren au gisement qui n'a jamais été mis en exploitation. Selon Orano, la situation financière se dégrade chaque jour un peu plus, faute de pouvoir être exportée à cause de la fermeture de frontières depuis le putsch de juillet 2023. Les stocks d'uranium extraits dans la région d'Arlit s'accumulent. L'équivalent de 300 millions d'euros serait bloqué dans le pays. Donc Orano accuse le Niger d'être auteur de sa perte. Donc le Niger est la raison pour laquelle ils ne font pas d'argent. Je vous rappelle que le Niger, ses frontières ont été fermées depuis très longtemps à cause du changement de gouvernement. Ces pays ouest-africains de la CEDEAO n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait au Niger, raison pour laquelle ils ont décidé de fermer leurs frontières. Et à travers ça, nous savons aussi que le Niger et le Bénin ne sont pas en très bonne collaboration à l'instant. Les frontières sont fermées, donc il y a incapacité d'exporter. Donc Orano a des difficultés de faire son travail. Certaines personnes pensent que le Niger le fait exprès, parce qu'ils ont pour objectif d'exploiter eux-mêmes ce qui leur appartient, et aussi de faire venir des Russes pour les aider à le faire. Ou aussi en leur octroyant de part dans leur gisement de mines. Est-ce une bonne chose pour les Nigériens ou pas? Je vous rappelle ici qu'avec ces entreprises étrangères, l'uranium nigérien a été vendu à 0,80 € le kilogramme, pendant que le même uranium était acheté au Canada à 200 €. Bon, écoutez, c'est dans des petits Africains, écoute, ils mangent des bananes et des petits pommes, enfin, il n'y a pas de pommes, mais bon, bref, on leur donne pas beaucoup d'argent, en fin de compte, ils en ont pas besoin. Ils vont aller grimper des arbres, voilà. Mais les Canadiens, eux, on paye 200 €. Et avec le nouveau gouvernement, qui est dirigé par le général Tiani, le prix de l'uranium remonte jusqu'à 200 € le kilogramme. Très intéressant. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.